on accueille deux représentants de l'entité WeAreCom, hein, Éléonore Dumont et Arnaud Zigerman, qui vont nous partager notamment une étude, mais surtout une réflexion autour de cette étude, puisqu'ils se sont demandé si à l'heure de la RSE, eh bien, on pouvait être une marque universelle. Éléonore, Arnaud, je vous en prie, les micros sont là, et je vous invite à rejoindre la scène. Je vous laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup. Merci. D'abord, le premier mot va forcément aux organisateurs. Merci beaucoup et bravo parce que vous êtes nombreux aujourd'hui et ça montre que notre secteur est très actif après une période assez particulière et assez compliquée pour nous. Je suis particulièrement fière d'être là aujourd'hui en tant que cofondatrice de WeAreCom pour qu'on aborde une thématique autour de la marque universelle. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les marques doivent être universelles à l'heure justement de la communication éthique et responsable. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc Arnaud Zigerman, qui n'est pas vraiment de la team WeAreCom, mais qu'on accepte volontiers, et qui est en fait fondateur de l'Institut Via Voice, et qui est un sociologue passionnant. Et on va essayer de vous mettre en appétit pour la journée avec quelques éléments sur l'état d'esprit des Français et ce qu'ils attendent. Avant de démarrer, je nous présente rapidement qui est WeAreCom. En fait, on est un collectif de professionnels de la com passionnés par notre job. Notre objectif, c'est vraiment d'accélérer la montée en compétences des communicants dans leurs organisations et de promouvoir la valeur ajoutée de nos métiers voilà. Et comment dire, on crée des rencontres entre experts. Le but, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques entre professionnels. Et on a aussi des contenus experts qu'on diffuse notamment sur le site WeAreCom. La question que vous vous posez maintenant, c'est peut-être pourquoi on a fait cette étude. Comment dire, aujourd'hui, il n'y a pas un cas de figure concernant les marques. Il y a une multitude de marques qui vraiment composent le paysage consommatoire français. Il y a des marques institutionnelles, comme par exemple Saint-Gobain, dont la création remonte à 1665. Il y a des marques comme Bureau Veritas, qui ont quasiment 200 ans. Il y a aussi des marques moins âgées, mais dans des secteurs institutionnels. Il y a des marques grand public, très communautaires. On peut citer par exemple Nike, on peut citer également Quick, qui s'oriente vers du restaurant halal. Il y a aussi des marques grand public, mais qui vont être plutôt spécialistes. Il y a aussi des marques comme Beats, comme Typologie, comme Cézanne, qui s'adressent vraiment à des segments particuliers. Et il y a des marques plus confidentielles qui vont être attachées, elles, à des groupes. C'est le cas de la marque Soch. C'est le cas, par exemple, des boissons innocents qui sont détenues à 90% par Coca-Cola Company. C'est également le cas de Litchi, qui est détenu en partie par Arkea. Et puis, il y a des marques qui se créent par rapport à tout cet écosystème, comme la marque C'est qui le patron, pour le coup, qui propose aux consommateurs de créer collectivement des produits en soutien aux producteurs. Et le contexte, c'est aussi que la marque, elle est de plus en plus regardée à travers ses ambitions, à travers ses engagements, à travers les prises de parole des dirigeants, quelquefois, et puis par rapport à des prises de position aussi sur des sujets donnés, notamment parfois avec un côté politique. Là, on a pu voir, je ne sais pas si, voilà, en termes d'actualité, l'annonce un peu ce matin, c'était Renault par rapport à l'Ukraine. Voilà, donc il y a quand même un aspect politique, qu'on le veuille ou non, dans l'environnement de la marque. Donc on s'est demandé, avec Arnaud, comment les marques connues et moins connues sont perçues par les Français. Quel est l'avenir des marques grand public
Est-ce qu'il faut qu'elle reste consensuelle, quitte à avoir un discours assez lissé? Est-ce qu'elles doivent encore s'adresser à tous? Est-ce que la tendance, au contraire, c'est pas de privilégier des marques de niche qui vont être peut-être plus lisibles, notamment sur leurs engagements RSE? Et comment ça se traduit aujourd'hui, la communication éthique et responsable? Est-ce que d'ailleurs, ça crée de la préférence de marque? Donc, on a mené cette étude avec Via Voice. Je te laisse la main. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avant de vous présenter les résultats de l'étude, je complète un tout petit peu ce qu'a dit Éléonore, parce qu'effectivement, il y a le côté marque, il y a le côté communication. Mais nous, ce qu'on raconte toute la journée à nos clients, c'est qu'avant tout, pour avoir une communication en phase, pour créer sa marque, pour la faire vivre, il faut connaître la société dans laquelle on vit. Donc, on s'est posé cette question avec Éléonore et avec l'ensemble de l'équipe de We Are Com sur les marques universelles ou marques de niche, aussi parce que lorsqu'on analyse la société française, vous avez souvent entendu dire, ça se raconte beaucoup, qu'on serait une société fragmentée. La société française serait de plus en plus fragmentée. Alors finalement, quand on creuse un petit peu l'analyse là-dessus, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. La société française, elle n'est pas fragmentée. Elle est composée aujourd'hui de différents groupes sociaux qui cohabitent les uns avec les autres sans vraiment se connaître, mais sans avoir la moindre hostilité à l'égard des autres. Donc finalement, il y a cette ambiguïté chez les Français qui est on se connaît de moins en moins, on cohabite de plus en plus, et en même temps, il y a l'envie d'aller vers du commun. Donc au fond, est-ce que pour la thématique des marques, ce ne serait pas la même chose? Est-ce que ce qu'on voit dans la société se retrouve au sein des marques? Alors on a essayé de poser quelques capteurs dans la société pour savoir ce que pensent les Français par rapport à ça. Vous allez le voir, on va vous présenter très succinctement les résultats parce qu'on ne peut pas tout vous dire en quelques minutes. Mais c'est une étude qui est très riche, qui peut être très globale. Donc effectivement, si vous avez des questions suite à ce qu'on vous présente après, n'hésitez pas à venir vers nous parce qu'on a vraiment beaucoup plus de matière que ce qu'on va vous présenter là. Alors très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec les éléments méthodologiques, ce n'est pas très intéressant. Juste deux choses, c'est une étude très récente puisqu'elle a été réalisée fin février auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 Français. Donc dit autrement, c'est fiable et c'est solide. Voilà. Si vous avez des questions méthodo, on en parlera, mais c'est solide. Le premier constat qu'on fait par rapport à l'étude, en fait, c'est que les Français font davantage confiance aux petites entreprises. Et c'est assez flagrant. C'est assez flagrant puisqu'on a posé la question très simplement, de manière générale, est-ce que vous avez plus confiance dans les petites, dans les grandes entreprises ou non-réponse? Et effectivement, vous voyez que dans les petites entreprises, c'est plus de 2 fois plus, c'est 52% des Français qui ont davantage confiance dans les petites entreprises. Ça veut dire qu'à la base, effectivement, une entreprise pourrait paraître plus suspecte simplement parce qu'elle est plus grande. Il y a une nuance. Il y a une nuance, vous le voyez sous le 21%, je crois on peut pointer. Hop, là vous voyez, ce qu'on appelle les traits croisés, c'est-à-dire les différences selon des catégories. On est à 21% des Français qui a davantage confiance dans les grandes entreprises, mais auprès des plus jeunes, on passe à 27%. Auprès des cadres, à 39%. Donc les résultats ne sont pas tout à fait homogènes dans la population, même si effectivement ce prisme petite entreprise, on a l'impression en France que dès que c'est petit, on peut avoir confiance. Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais effectivement, c'est quelque chose qui est une vraie question pour les grandes entreprises, parce qu'effectivement, et notamment on aborde la question aujourd'hui de la RSE, vous avez des grandes entreprises qui font des choses vraiment très intéressantes en matière de RSE, mais simplement pas pour des raisons de taille, parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles sont internationales, elles vont être un peu suspectes. Donc c'est vrai que c'est un prisme très français de se dire, parce que c'est grand, je suis un peu inquiet. Encore une fois, pas de jugement de valeur, mais c'est intéressant. Je vais essayer de parler plus fort. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que lors d'un achat d'un produit ou service, au-delà des marques connues ou moins connues, les Français préfèrent les marques qui semblent s'adresser à des personnes qui leur ressemblent. Alors exactement, on a posé la question, lorsque vous achetez un produit ou un service, est-ce que vous préférez acheter une marque connue, une marque confidentielle connue de peu de monde, une marque qui semble être destinée à des gens qui vous ressemblent, ou ni l'une ni l'autre? La marque n'a aucune importance à mes yeux. Il y a quand même 38% qui disent la marque n'a pas d'importance. C'est du déclaratif.
Vous savez bien qu'effectivement, on a tous tendance à dire ça en France et ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, ça à prendre en compte. Alors là, ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement la marque qui semble être destinée à des gens qui vous ressemblent, c'est 30%. C'est au fond, si on exclut les personnes qui disent la marque n'a pas d'importance, c'est ce qui arrive en premier. Une marque très connue, c'est loin derrière, hein, c'est 22%. Il y a 8 points d'écart. Donc effectivement, c'est un résultat qui aurait certainement été très différent il y a quelques années. Ce résultat est très global, bien entendu, et surtout, il soulève la question extrêmement difficile. C'est vraiment la grande question pour les communicants et pour les personnes qui travaillent sur la marque. C'est quoi une marque qui ressemble à mes clients ? C'est quoi lui ressembler, sur quels critères et sur quel point? Et là, effectivement, on va donner quelques réponses, mais la réalité, elle est dépendante du secteur d'activité, de la taille de votre entreprise, du caractère, du type de concurrence auquel vous êtes confronté. Et je trouve que, en fait, quand on regarde les deux données qu'on vient de voir, à la fois, je privilégie une petite entreprise et en même temps, j'aime quand même une marque connue. En fait, ça montre aussi qu'il y a un espèce de seuil de notoriété attendu. Mais au-delà d'une certaine taille critique, les Français sont méfiants ou au moins vigilants. Et ça renseigne certainement sur le fait que la petite entreprise, c'est celle qui est préférée et c'est celle qui ne rêve pas non plus de devenir un géant. Donc on aime en fait la marque connue et reconnue, mais sans ambition hégémonique et qui permet quand même de s'identifier et de partager des valeurs. Ensuite, les Français aiment les marques connues parce que leur notoriété est un gage de responsabilité. Alors effectivement, on a demandé à nos interviewés quelles raisons parmi celles qu'on a proposées pourraient vous inciter à préférer une marque connue. Ce qui apparaît en premier, c'est d'être rassuré. Rassuré sur la qualité des produits et des services. Ben oui, on peut raconter ce qu'on veut, on a quand même besoin d'être rassuré sur ce qu'on va acheter. Ça apparaît à 48%. Être rassuré en cas de pépin, en cas de difficulté. En deuxième, à 30%. En troisième élément, le côté prix accessible, moins cher que d'autres marques. On parle beaucoup en ce moment dans les études de la question du pouvoir d'achat qui apparaît comme une thématique qui devient prédominante dans la campagne présidentielle. Certes, c'est un élément essentiel, le pouvoir d'achat et la question du prix, mais il ne faut jamais oublier la question de la prestation d'abord et du produit. Un peu après, effectivement, ça vous rassure sur la disponibilité. Et puis, je ne vais pas revenir sur les autres éléments qui apparaissent ensuite, mais effectivement, peut-être que c'est important de rappeler cette importance liée au fait d'être rassuré sur la qualité du produit et du service. Oui, tout à fait. Ça montre qu'il y a vraiment quand même une vision très utilitariste et pragmatique de la marque. Je vais choisir une marque, non pas pour son discours, en réalité, mais vraiment pour des faits et la manière dont elle le met en avant, en fait, directement dans sa prestation. Autre enseignement, les marques moins connues sont choisies quant à elles pour leur savoir-faire et leur engagement. Alors là, effectivement, on a demandé aux personnes qui préfèrent les marques moins connues quelles sont les raisons qui vous font préférer une marque ou choisir une marque moins connue. Et elles nous parlent avant tout, à 31%, du caractère engagé, sur le plan sociétal, sur le plan écologique. À 31%, devant 30% de qualité et devant 29% de savoir-faire plus pointu. Alors je reviens sur ces différents points. Le côté engagement, la question qui se pose sur l'engagement, c'est comment, au fond, être une marque connue, une grande marque, tout en étant engagée et en étant perçue comme sincère. Quand vous êtes une petite marque engagée, ça paraît très crédible. Comment être une grande marque engagée? Ça pose la première question. La deuxième question, c'est la qualité. Effectivement, la qualité est souvent associée aux plus petites entreprises. Comment être une grande marque à forte notoriété et faire effectivement ressortir cette notion de qualité. Le troisième point, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, ça a un côté, effectivement, c'est associé surtout en France, où on est le pays du luxe, c'est le sur-mesure, le savoir-faire. Comment être une grande marque et mettre en avant son savoir-faire? Alors, sur le savoir-faire, la grande marque peut rassurer, parce qu'effectivement, il y a des process, il y a un certain nombre d'éléments. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce décalage entre certaines grandes marques, et moi je suis ni pro ni anti-grande marque, c'est pas la question, mais c'est comment faire évoluer une marque et avoir une notoriété, se développer, voire être international, tout en mettant en avant vos partis pris, vos engagements, et en faisant comprendre, si c'est le cas j'espère, qu'ils sont sincères. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ce côté savoir-faire, image de spécialiste qui ressort vraiment par rapport aux marques qui sont moins connues.
Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une notion un peu de singularité. Il y a un peu ce caractère unique dans la reconnaissance du consommateur, c'est-à-dire que voilà, l'engagement, là, c'est le premier critère. Et finalement, en tant que consommateur, j'attends que la marque soit en phase aussi avec mes valeurs et parce que je me définis aussi par rapport à ce que j'achète, notamment, voilà, et de plus en plus aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ces critères-là, les 3-4 premiers critères, c'est un peu les critères dont rêveraient toutes les marques. D'ailleurs, même les grandes marques. Exactement, oui. Par ailleurs, les marques de niche sont celles qui plairont davantage à l'avenir. Alors, on a demandé, pour vous, la marque idéale, est-ce que c'est une marque globale aujourd'hui? Oui, à 49%. À l'avenir, 45%. Ça baisse un petit peu. Ok, 4 points, en réalité, ce n'est pas grand-chose. Ce qui est très important, c'est de voir effectivement les personnes qui vous répondent une marque confidentielle. On est à 32%. Mais si vous regardez les plus jeunes, les 25-34 ans, ce 32%, il devient 45%. C'est-à-dire quasiment autant, hop, ça pointe pas, que le 49%. On est dans la marge d'erreur. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes, globalement, la population française, préfèrent une marque globale. Mais si on tient compte à la fois des plus jeunes et à la fois des CSP+, des catégories les plus favorisées, on est plutôt dans le côté, on a le sentiment qu'à l'avenir, on va plutôt préférer une marque confidentielle. Donc effectivement, on a le sentiment, aujourd'hui, que le rapport de force, entre guillemets, va certainement s'inverser dans les années à venir. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à faire cette étude au départ. Ça faisait partie de nos premières questions parce qu'on ressent bien, effectivement, l'importance aujourd'hui que ça a d'être une marque de niche et parfois le caractère qui semble plus confortable d'être challenger, paradoxalement. Ouais, et là, ça montre bien que à l'avenir, quand même, les marques de niche risquent de grignoter des parts de marché, et d'autant plus que les consommateurs jeunes ont quand même pas mal d'avenir devant eux. A priori, oui. D'ailleurs, le succès des marques de niche est directement en lien avec leur com responsable. Et ça rejoint vraiment la thématique aujourd'hui de cette scène. Alors, on a posé effectivement la question, pour quelles raisons, c'était une question ouverte, pour quelles raisons pensez-vous que les marques qui auront du succès à l'avenir seront des marques confidentielles? On nous dit avant tout la volonté de consommer localement et de manière responsable et éthique, de favoriser le local et la proximité dans un souci écologique. C'est super intéressant comme réponse et c'est quelque chose qu'on pense un petit peu tous. Après, effectivement, pourquoi se dire que ce sont forcément les marques confidentielles qui vont avoir cette démarche-là? C'est quelque chose, effectivement, il y a plein de marques, je ne vais pas les citer là, mais il y a plein de marques, effectivement, qui sont des grandes marques et qui, pour autant, sont implantées à chaque fois dans différents pays sur un réseau local. Mais ça aussi, c'est très difficile de l'expliquer, de le faire comprendre. Et puis, encore une fois, souvent, vous avez un mix entre des boîtes qui le font de manière sincère et réelle et d'autres qui déclarent le faire et ce n'est pas tout à fait vrai. Du coup, on se méfie de toutes. Donc, effectivement, il y a ces réflexes à avoir pour nous en tant que consommateurs, de le vérifier, de retrouver la bonne information. Mais en tout cas, on voit bien que cette tendance de vouloir consommer local et avec des règles éthiques a vraiment pris beaucoup d'importance. C'était pas... Il y a quelques années, on se posait la question de savoir si c'était un effet de mode. Non, ce n'est pas du tout un effet de mode, c'est une véritable tendance de société. À 17% aussi, les gens nous disent la société évolue, les valeurs évoluent, c'est dans l'air du temps. Et il y a une lassitude par rapport au modèle actuel, à la mondialisation et au conformisme. Alors cette question du conformisme, moi je la trouve vraiment intéressante. On ne va pas tellement avoir le temps d'en parler parce que je pense qu'il y a des grosses différences selon le secteur d'activité. Il y a des questions qu'on appelle la place de mettre ici. Mais effectivement, si vous parlez de la banque, de l'assurance, une grande entreprise va vous rassurer, on ne va pas se poser la question du conformisme. Si vous êtes dans l'alimentation, si vous êtes dans la mode, là effectivement ça va être un véritable enjeu. Tout à fait. Et par rapport à la com éthique et responsable, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas du tout le premier critère d'attractivité d'une marque aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que cette dimension éthique et responsable, bien entendu qu'elle doit être intégrée par des marques. Et bien entendu qu'on ne peut pas faire sans. Ça ne signifie surtout pas que ça apparaît en priorité pour le consommateur, parce que qu'est-ce qui fait qu'une marque est particulièrement attractive? Quand on le demande aux gens, ils vous disent avant tout sa fiabilité, le fait de pouvoir lui faire confiance. Et c'est logique, on a besoin d'avoir confiance à l'égard d'une marque qu'on aime bien, dont on achète les produits. À 41%, donc on est dans la marge d'erreur, les produits et les services. À 35%, le savoir-faire, la capacité à innover, l'image, l'histoire. Ça, effectivement, sa morale, ça apparaît après.
Donc ça ne signifie pas que cet indicateur n'est pas important, ça signifie qu'avant tout, il ne faut pas oublier qu'une marque doit vous rassurer, vous vendre des produits et services de qualité, vous faire rêver, mais qu'effectivement, dans une logique de concurrence, on va préférer celles qui sont éthiques et on va d'abord aller vers celles qui sont éthiques, sachant qu'on pourrait en parler pendant 3 heures sur ce que signifie être éthique. Mais voilà, c'est une vraie question. Mais effectivement, ça montre quand même que la marque, aujourd'hui, ne peut pas être symbolique. Il faut qu'elle soit vraiment dans le discours de preuve avant tout. Autre leçon qu'on tire de l'étude, la sincérité fait partie de la préférence de marque. Alors effectivement, on a demandé aux gens tout simplement, qu'est-ce que vous attendez d'une marque ? 27% attendent avant tout qu'elle ne mente pas. Et effectivement, vous le ressentez peut-être, en France, on a une espèce d'inquiétude, et on va le voir dans une des dernières questions qu'on va montrer. On a l'impression que tout le monde nous ment. Voilà, donc avant tout, qu'elle ne mente pas, pour 3 répondants sur 10. 10% attendent qu'elle soit un vecteur de progrès dans la société. Alors on peut se dire 10% c'est pas beaucoup, mais quand même cette notion de progrès elle est très forte. Des personnes qui vous répondent spontanément ça, qu'elle soit un vecteur de progrès, ça veut dire, et là je vous parle de ce que je peux constater dans d'autres études, qu'une marque aujourd'hui ou une entreprise, on considère davantage aujourd'hui qu'elle a un rôle dans la société. La question de ce rôle n'est pas facile à établir, et tu l'évoquais, Éléonore, tout à l'heure, entre ce qui est politique, ce qui est sociétal, quelle est la frontière qu'on a le droit d'aborder et à partir de laquelle on est légitime. Ça dépend là aussi en plus de votre secteur d'activité. Mais en tout cas, ces questions se posent aujourd'hui, et surtout, c'est ce que j'ai envie de dire, aucune marque ne peut se permettre de ne pas se les poser. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là. Et il y a quand même un constat qu'on fait, en revanche, c'est que l'image n'est perçue sincère qu'auprès d'un Français sur 2 seulement. Donc c'est bon, on a du progrès à faire, nous communicants en l'occurrence. Alors, des progrès à faire, certainement. Moi je sais pas, en tout cas, les communicants, moi j'ai l'impression qu'ils font de mieux en mieux leur boulot et on a la chance d'avoir, je crois, des nouvelles générations de communicants de plus en plus pertinents et en phase avec la société. Mais alors, quand j'ai vu ce résultat, moi ça m'a fait mal parce qu'une partie de mon activité, quasiment la moitié de mon activité, ça consiste à réaliser des études d'image pour les entreprises et les institutions publiques. Alors, on a demandé aux Français, diriez-vous que l'image d'une marque est en phase avec ce qu'elle est vraiment, oui ou non ? En fait, les Français sont partagés, c'est-à-dire que vous avez un Français sur 2 qui a le sentiment que l'image des marques n'est pas en phase avec ce qu'elles sont. C'est-à-dire que ce ne serait qu'une construction des communicants. Donc, alors, après, effectivement, la limite de cette question, c'est qu'elle est extrêmement globale, que ça dépend des entreprises, là aussi des secteurs d'activité. Mais c'est très intéressant. Et on avait fait une autre étude avec Éléonore il y a 2 ans sur la sincérité de la communication. On voit bien qu'au fond, on ne va pas vous donner tout de suite la réponse sur comment faire en sorte qu'on vous croie quant à l'image de votre marque. Mais une des clés, je crois, de la réussite, c'est la sincérité. Et la sincérité, le sentiment qu'une entreprise est sincère, ça part de la cohérence, c'est-à-dire une communication qui est cohérente au fil des années et qui ne va pas évoluer au fil des événements, au fil des DIRCOM, au fil des dirigeants. Tout à fait. Autre constat qu'on a fait, c'est que les Français aiment les marques ancrées dans la société. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre marque préférée ? 25%, ma marque préférée, elle suit les tendances ou elle anticipe les valeurs de société. Ça, c'est ce que je raconte toute la journée. Une marque ne peut pas être exclue de la société. Une marque, quelle que soit la qualité de ses produits et services, si elle est en dehors de la société, elle va vers le mur et elle y va très vite. Je donne toujours cet exemple qui est un vieil exemple, mais je n'en finis pas, je ne m'en lasse pas. Il ne faut pas oublier, je pense que vous le savez tous et toutes, il ne faut pas oublier que l'iPad a été inventé par Sony initialement. Et Sony, totalement en décalage avec la société. Pour les plus âgés d'entre vous, vous savez à quel point ça a pu être une marque qui nous a fait rêver. Quand moi j'étais petit et ce que c'est aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Sony n'a pas cru à l'iPad. Parce que, étant très loin de la société, étant très loin de ses consommateurs et des tendances émergentes, ils ont laissé le truc filer à Apple. À l'iPad, j'ai dit l'iPad ? Ouais, à l'iPad. Donc voilà, importance de connaître la société, d'identifier les tendances. Donc ça, les Français le disent. 25% disent le même niveau, une marque qui ne ment pas, le besoin d'avoir confiance. Et là, je prendrais juste un exemple qui me semble être un bon exemple dans le côté ne ment pas. C'est une marque confidentielle, mais que vous connaissez tous. C'est la marque de basket Veja. Et là aussi, c'est un exemple que je donne très souvent. Il y a un truc que j'aime bien chez Veja, c'est qu'ils sont éthiques. Ils essaient de bien faire les choses, d'être respectueux de l'environnement, de plein de critères environnementaux. Mais quand vous allez sur leur site, il y a un onglet qui s'appelle « Nos limites », ce qu'on n'arrive pas à faire. Et je trouve que c'est très important pour une marque de ne pas faire croire qu'elle fait tout bien, mais de montrer qu'elle a la volonté
de faire au mieux. Voilà dans quelle direction elle s'inscrit. Mais tout bien faire, c'est impossible. On a tous nos limites et nos erreurs. Et je pense que c'est un critère de sincérité important de montrer ce qu'on n'arrive pas à faire et que Veja le fait très bien. Mais c'est vrai que dans la com aujourd'hui, notamment com RSE, Arnaud, ce qui compte, c'est le chemin qu'on prend, c'est d'annoncer le chemin, voilà, plus que d'annoncer des grands discours et d'être vraiment sur des objectifs réalistes, plus que sur des surambitions finalement. Complètement. Et ça, effectivement, les Français le sentent de plus en plus. Si vous êtes sur des grands discours, vous allez lasser. Il faut être sur un discours qui explique vraiment, qui fasse de la pédagogie, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'on a d'autres choses à dire quand on est une marque. Donc il faut faire de la pédagogie et surtout être dans une logique de preuve. Et ça, c'est la preuve, ça ne pardonne pas, parce que quand vous l'apportez, vous gagnez des points, vous gagnez des parts de marché, mais elle n'est pas facile à apporter. Et surtout, effectivement, il faut montrer que ces preuves sont plus pertinentes que celles de vos concurrents. Ouais. Et les derniers chiffres qu'on a à vous partager, c'est que les Français, finalement, attendent que les marques jouent un rôle dans la société sur des sujets précis. Effectivement, êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes concernant les marques? Une marque qui fonctionne est une marque qui comprend la société dans son ensemble. Oui, à 70%. Une marque est un gage de sérieux concernant la qualité de produits et services. Oui, à 69%. Alors, on le voit bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les marques grand public cherchent à plaire avant tout à tout le monde et du coup deviennent trop lisses. On identifie bien ce risque, un oui pour plus de 6 Français sur 10. Et enfin, une marque, c'est d'abord des valeurs. Oui pour 6 Français sur 10. Donc les valeurs, attention, ce n'est pas forcément lié à l'éthique, ce n'est pas forcément lié aux thématiques sociétales qu'on a abordées. C'est aussi, ça peut être des valeurs de savoir-faire, ça peut être des valeurs liées aux origines, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut plus laisser de côté. Oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, on avait encore un dernier slide. Et promis, après, on rend le micro. C'est parce que j'ai une question. Alors, d'après vous, quel rôle peuvent jouer les marques dans la société? Avant tout, effectivement, faire la promotion d'un mode de production respectueux de l'environnement. Là, clairement, la question environnementale apparaît toujours en priorité. La promotion d'un mode de production équitable, c'est une préoccupation très française. On n'a pas forcément ça dans les autres pays d'Europe, mais en France, ça reste essentiel. La démocratisation d'un produit, ça apparaît à 33%. Puis la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Donc vous voyez pas mal d'éléments sociétaux, mais simplement à la fin, la promotion d'une idéologie politique, 5%. Donc en France, effectivement, une marque, on considère qu'elle n'a pas à faire de politique. La complexité, c'est que finalement, si je ne me trompe pas, ça, on n'est pas loin de la politique. La frontière est extrêmement compliquée à expliquer. Donc vous n'êtes pas censé faire de politique, au sens pas de politique politicienne, mais en même temps, vous devez mettre en avant les critères environnementaux, le respect sur le climat, l'équité entre les hommes et les femmes. Et effectivement, la bascule est extrêmement difficile pour ne pas basculer du côté idéologique. Et ça, effectivement, on ne vous le pardonne pas. Et en même temps, vous devez prendre la parole et montrer vos partis pris. Bon courage à tous. Merci. Merci Éléonore. Merci beaucoup. Merci à vous aussi Arnaud. Une petite remarque. Je retiens quand même deux choses très saillantes pour moi dans votre étude, votre document. La première des choses, c'est qu'on a clairement une attente grandissante et de plus en plus déterminante, j'allais dire, dans les choix des acteurs, des clients, des consommateurs. On les appelle comme on veut, mais ça monte. Et ça devient presque prédominant dans certaines situations, on s'en rend bien compte. Ça, c'était la première chose sur laquelle moi, c'est important d'en faire le constat, hein, de savoir que ce n'est pas simplement une minorité de la population et ça se généralise. Deuxième chose que je retiens, bien sûr, c'est qu'il y a, à mon sens, en tout cas c'est ce que je ressens moi dans mon environnement, beaucoup de complexité pour les entreprises à communiquer sur leur démarche RSE. Et ce que vous nous dites là, moi ça m'interpelle parce que je me dis qu'on peut communiquer dès lors qu'on a une stratégie, même si c'est une stratégie des petits pas, finalement on peut communiquer sur sa démarche à condition d'être sincère, d'expliquer les choses et peut-être aussi de dire ce qu'on va continuer à faire par la suite. Et ça, je pense, parce que sous le prisme du greenwashing, hein, on voit aussi un certain nombre de mouvements, d'activistes, d'associations qui essayent de repérer les discours mensongers, frauduleux, etc., qu'on voit poindre ici ou là.
et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle encore plus parce que quelque part, ça incite à dire ce qu'on fait et à faire ce qu'on dit. C'est exactement ça. Et c'est un peu la conclusion que j'en fais. Et je vous remercie de mettre ça comme point de départ de notre journée parce que il faut y aller. Et on doit, avec l'humilité, c'est vrai que ça impose, mais embrasser ce chemin, s'approprier des nouvelles pratiques. Et on ne doit pas avoir peur de dire qu'on met en place des choses et qu'il y a encore plein de choses à faire. Et qu'on va essayer de les organiser, de les mettre en place. Et il y a 2 éléments qui ressortent à la fois à travers cette étude, mais aussi dans les interviews qu'on fait auprès de beaucoup de DIRCOM, à vrai dire. Il y a le discours de preuve et la cohérence. Et je pense que c'est vraiment les 2 points clés aujourd'hui pour avoir une com qui est crédible auprès des Français. Un alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Eh bien, je vous remercie. On est accompagné toute la journée avant que vous partiez par Dominique Lisambard de Lise qui nous fait le plaisir de dessiner en live, hein, comme ça. Et on va découvrir ses petites réactions rapidement sur son inspiration. Voilà, comme éthique et responsable, en lien avec l'actualité, effectivement. On est aussi sur une guerre de la communication en ce moment. On voit le sujet et l'idée qui était derrière. Décidément, Dominique, vous êtes marqué par les communications liées à l'actualité Ukraine-Russie. Voilà. Merci beaucoup. On se quitte là-dessus. Et je vous remercie. Je rappelle aussi qu'on vous retrouve cet après-midi pour un atelier plus conséquent sur la présentation de votre étude. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup.